Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la présente vidéo, je vais parler de la géopolitique de l'Amérique du Nord. Ce sera la 9e vidéo de la série intitulée Géographie et puissance des États, dans laquelle je décris les forces et les faiblesses des différentes civilisations présentes dans le monde actuel. Quand on parle de l'Amérique du Nord, on parle généralement de l'ensemble formé par les États-Unis et le Canada, deux pays frères et anglophones, dont les économies sont étroitement imbriquées et qui se sont développées dans un sens est-ouest, alors que le Mexique, qui appartient à l'Amérique latine, s'est plutôt développé dans un sens sud-nord. Au point de vue territorial, l'Amérique du Nord, où les États-Unis règnent en maître, a une superficie de 19,5 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait l'ensemble territorial le plus cohérent et le plus vaste du monde entier. À cette puissance territoriale de base s'ajoute le fait que le continent est bordé par trois larges océans, soit l'Arctique, le Pacifique et l'Atlantique. Dans le cas du Pacifique et de l'Atlantique, on trouve sur leur côte nord-américaine de multiples baies de basse altitude où il a été facile et très rentable de construire des ports en eau profonde comme Anchorage en Alaska, Vancouver sur la côte ouest du Canada, Seattle, les ports de la baie de San Francisco et ceux de Los Angeles sur la côte ouest des États-Unis. Dans le golfe du Mexique se trouve aussi le port de la Nouvelle-Orléans qui est situé à l'embouchure du Mississippi, un fleuve tranquille qui traîne l'immense plaine centrale des États-Unis. Enfin, sur la côte atlantique, on trouve des ports exceptionnels comme Norfolk en Virginie, Baltimore, New York, de même que sur la côte est du Canada, Halifax et Montréal, qui est situé au bout du Saint-Laurent, un fleuve qui draine toute la région des Grands Lacs. En résumé, l'Amérique du Nord est à la fois une grande puissance continentale et une puissance maritime dont l'économie est naturellement tournée vers les océans. Signalons ici l'importance du canal de Panama, qui assure le lien entre les deux côtes américaines depuis le presque abandon du détroit de Magellan en 1914. Avant la découverte de l'Amérique, en 1492, le peuplement de l'Amérique du Nord s'est fait dans un sens nord-sud par les ancêtres des Amérindiens qui sont venus de la Sibérie orientale il y a de cela 15 000 ans au moins. Cette orientation obéissait à la géographie du continent qui a un sens nord-sud par suite de la dérive des continents qui a amené les plaques tectoniques de l'Ancien et du Nouveau Monde à s'éloigner les unes des autres. C'est ce qui a donné naissance aux Appalaches, au Mississippi et aux montagnes rocheuses dont l'orientation générale est de sens nord-sud. L'étape suivante du peuplement fut le résultat d'un hasard historique. En effet, la conquête de la ville de Byzance en 1453 par les musulmans avait donné aux marchands du Moyen-Orient le monopole du commerce entre l'Asie et l'Europe. Voyant que les Européens étaient obligés d'acheter des épices pour donner du goût aux aliments plus ou moins avariés qu'ils consommaient, les musulmans se mirent à imposer de lourdes taxes sur les épices produites en Asie, mais qui transitaient par le Moyen-Orient. Le Portugal, qui était situé sur la côte atlantique, fut le premier pays européen à rechercher une voie de contournement du Moyen-Orient arabe en passant par le sud de l'Afrique. Sur la suggestion de Christophe Colomb, l'Espagne, qui était également un pays de l'Europe atlantique, essaya elle aussi de se rendre en Asie, mais cette fois-là en naviguant vers l'ouest. C'est ainsi que Colomb tomba par hasard sur l'Amérique, un continent immense qu'il ne pouvait manquer de découvrir en naviguant toujours vers l'ouest. Dans cette aventure, l'Amérique, tout comme l'Afrique d'ailleurs, était et resterait à jamais de purs obstacles sur le chemin de l'Asie. Pendant que l'Italie et le Portugal s'enrichissaient avec le commerce des épices, l'Espagne entreprit d'exploiter la future Amérique latine dont les habitants, à la surprise générale, se mirent à mourir en masse.
Comme je l'ai montré dans la 8e vidéo de cette série, s'il y a eu des guerres et des massacres d'Amérindiens dans les 3 Amériques au cours des siècles suivants, ce sont d'abord et avant tout les maladies mortelles que les colons européens transportaient avec eux sans le savoir qui ont exterminé les Amérindiens. Comme ces derniers avaient été isolés du reste du monde pendant de longs millénaires, une douzaine de maladies mortelles d'origine européenne et asiatique, comme la variole, la rougeole, la grippe, le typhus ou la malaria, ont alors tué quelque chose comme 90% des Amérindiens. Le contre-exemple de l'Afrique noire, qui a été dépeuplée pendant des millénaires par l'esclavage, les guerres intertribales et des épidémies de toutes sortes, est révélateur de l'effet dévastateur qu'ont pu avoir les épidémies dans les Amériques. En effet, les Africains, qui ont toujours été en contact avec les maladies de l'Ancien Monde, avaient développé des immunités naturelles, ce qui leur a permis de reprendre possession de la totalité de leur continent après la fin de l'ère coloniale. Dans le cas de l'Amérique du Nord, les hécatombes causées par les épidémies ont eu un effet écologique important sur un continent qui était en pleine renaissance environnementale lors de l'implantation des premiers colons européens au début du 17e siècle, c'est-à-dire 115 ans après l'arrivée de Colomb. Comme les Autochtones étaient devenus peu nombreux, les forêts d'Amérique du Nord avaient repoussé et les espèces sauvages y étaient multipliées en toute liberté. Pire, l'Ancien Monde, surtout l'Europe, était alors en pleine explosion démographique par suite de l'adoption massive par ses habitants d'une foule de plantes alimentaires développées par les Amérindiens, par exemple le maïs, la pomme de terre, les courges, la tomate, le cacao, etc. Tout était donc en place pour qu'un continent pauvre et surpeuplé comme l'Europe se déverse brutalement sur un continent devenu riche et vide. Ce déferlement allait donc se faire dans un sens est-ouest, c'est-à-dire perpendiculairement à l'orientation de la géographie qui, en Amérique du Nord, est généralement de sens nord-sud. 2 puissances atlantiques allaient dominer ce mouvement de colonisation, soit l'Angleterre et la France. Si les Anglais ont installé leur première colonie à Jamestown en Virginie en 1607 et les Français à Québec en 1608, les 2 systèmes de colonisation étaient complètement différents. Les 13 colonies anglaises qui allaient être fondées sur la côte atlantique étaient en effet des colonies de peuplement où l'Angleterre déversait ses surplus de population. De son côté, la Nouvelle-France était plutôt une colonie commerciale qui vivait de la traite des fourrures et qui, par conséquent, cherchait à prendre le contrôle des principales voies de communication du continent, c'est-à-dire le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs et les fleuves Ohio et Mississippi avec tous leurs affluents. Cela allait permettre aux Français de drainer vers eux le commerce amérindien sur d'énormes distances. Comme le fleuve Saint-Laurent était situé au nord des Appalaches et des Adirondacks dans la zone froide du continent, la Nouvelle-France en 1663, c'est-à-dire 55 ans après sa fondation, avait réussi à attirer seulement 3200 habitants européens, alors que les colonies anglaises, elles, en comptaient déjà plus de 80 000. Pendant longtemps, ce déséquilibre démographique fut plus que compensé par le fait que la majorité des tribus amérindiennes de l'intérieur étaient des alliés de la France. Cet avantage en faveur des Français finit cependant par s'estomper, entre autres parce que les coureurs de bois français, qui parcouraient le continent en tous sens, contaminaient involontairement leurs alliés avec des maladies d'origine européenne. Notons en passant que s'il y a eu plusieurs guerres, notamment contre les Iroquois, pour le commerce des fourrures, pour le contrôle du commerce des fourrures, aucun génocide contre les Amérindiens ne fut perpétré en Nouvelle-France. Comme l'Angleterre était consciente de son avantage démographique en Amérique du Nord, elle a adopté une stratégie de grignotage qui consistait à encercler graduellement la Nouvelle-France avec des territoires que la France lui cédait lors des négociations suivant la fin de chaque nouvelle guerre européenne. L'inévitable finit donc par se produire en 1763, quand la France céda définitivement la Nouvelle-France à l'Angleterre, ce qui provoqua aussitôt
une révolte des Autochtones de la région des Grands Lacs qui craignaient, avec raison, d'être envahis par les colons de la Nouvelle-Angleterre. Étant satisfaite de sa victoire en Amérique du Nord et désirant la paix, l'Angleterre, qui n'avait manifestement rien compris à la géopolitique du continent, fit alors l'erreur de promettre aux Amérindiens en révolte qu'elle allait interdire une immigration européenne à l'ouest des Appalaches. Comme les colons anglais avaient lutté contre la France pour pouvoir justement se lancer à la conquête de l'Ouest, la guerre d'indépendance américaine éclata peu de temps après pour se terminer par la victoire des insurgés en 1776, soit 13 ans à peine après la cession du Canada à l'Angleterre. Ce délai avait été si court que les Canadiens français, qui s'étaient battus pendant 150 ans contre les colons américains, préféraient rester sous le contrôle de l'Angleterre, qui était loin, plutôt que de se joindre à un ennemi héréditaire puissant, qui lui était tout proche. Pour les Américains, ce rejet n'avait aucune importance, puisque leur véritable but était non pas de s'étendre vers les territoires enneigés du Canada, mais plutôt de se lancer à la conquête de l'Ouest en tournant le dos à l'Europe. Partis de la côte atlantique, la conquête en question allait se faire dans un sens est-ouest sur un front large de 2000 km en se servant des surplus de population que l'Europe allait déverser sur l'Amérique du Nord pendant plus de 2 siècles. Pour accroître leur territoire, les Américains n'ont jamais hésité à user de violence. Mal armés et de moins en moins nombreux, les Amérindiens ont vite été repoussés dans des réserves, alors que le Texas et toute la partie sud-ouest des États-Unis actuels furent conquis sur le Mexique. Très souvent, au cours de leur histoire, les Américains qui se savaient invincibles en Amérique du Nord ont obtenu des territoires qu'ils convoitaient en les achetant tout simplement à leurs propriétaires européens. C'est ce qui est par exemple arrivé à la Louisiane, qui a été vendue par Napoléon en 1803, à la Floride, dont l'Espagne s'est débarrassée en 1819, et à l'Alaska, qui a été achetée à la Russie en 1867. La conquête de l'Ouest a été si puissante et irrésistible qu'elle a donné sa forme rectangulaire aux États-Unis modernes. En 2026, la liste des acquisitions de territoire par les États-Unis est loin d'être complétée, puisqu'en 2019, le président Trump a offert d'acheter le Groenland au Danemark. On parle ici d'un territoire stratégique et riche en ressources naturelles qui a une superficie de 2,1 millions de kilomètres carrés et qui n'a que 56 000 habitants. Ajoutons à ça de nombreuses îles stratégiques éparpillées dans le Pacifique, de même que la base maritime de Diego Garcia qui est située au centre de l'océan Indien. Quand on parle de l'expansion territoriale des États-Unis, le cas probablement le plus intéressant est celui du Canada, qui, dans le passé, a souvent été forcé de reculer devant l'irrésistible avancée des colons américains. C'est arrivé en 1783, quand il a été question de se partager les Grands Lacs. Comme il s'agissait d'obstacles géographiques importants, leur moitié inférieure a alors été concédée aux États-Unis, de même que la totalité du lac Michigan. Cela s'est encore produit quand les deux pays ont tracé arbitrairement la frontière canado-américaine tant au Yukon qu'au niveau de la frontière sud des prairies canadiennes qui, depuis ce temps-là, suit bêtement le 49e parallèle. Dans l'histoire, il est rare que des frontières internationales aussi rectilignes et arbitraires survivent très longtemps. En pratique, c'est parce que les Américains ne voulaient pas coloniser les territoires enneigés du Canada que ce dernier a pu se développer en Saint-Jean, la conquête de l'Ouest américaine. Au Canada, la conquête de l'Ouest ne répondait à aucun besoin démographique réel et pressant. C'est si vrai qu'au début du 21e siècle, le peuplement du Canada est constitué de grumeaux isolés qui sont éparpillés le long de la frontière américaine, sur une bande de territoire ayant 5000 km de long et seulement 160 km de large. C'est là que vit 90% de la population canadienne. Ajoutons que les Canadiens, qui sont
eux aussi des animaux tropicaux, ont toujours migré massivement vers les États-Unis alors que l'inverse ne s'est jamais produit. Pour ne citer qu'un seul exemple bien documenté, 30% au moins des Québécois francophones, certains disent 50%, auraient émigré aux États-Unis entre 1840 et 1930. Cette hémorragie explique à elle seule pourquoi le nord du Canada est toujours resté désespérément vide. Au niveau intérieur, le Canada est un agglomérat artificiel et instable de régions disparates qui ont tout un nom, même quand elles ne sont pas reconnues politiquement. Ainsi, l'île de Terre-Neuve est un vrai pays naturel, tout comme l'ensemble formé par les 3 provinces maritimes. On parle de la région des Maritimes. C'est la même chose pour le Québec francophone, qui est centré sur les basses terres du Saint-Laurent, qui, elles, sont bordées au sud par les Appalaches et les Adirondacks. On remarquera que si le Québec occupe les 2 rives du fleuve Saint-Laurent, la province voisine de l'Ontario n'occupe que la rive nord des Grands Lacs. Dans les faits, l'écrasante majorité de la population ontarienne vit de nos jours dans la péninsule ontarienne, qu'on a appelée ainsi parce qu'elle est entourée par 3 des Grands Lacs. Cette péninsule est tellement étrangère aux autres parties du Canada qu'elle s'enfonce physiquement dans le territoire américain, c'est-à-dire qu'elle est située au sud du 45e parallèle qui marque la frontière sud du Québec et surtout très au sud du 49e parallèle qui, lui, marque la frontière sud des Prairies. Signalons que la route transcanadienne, qui est censée relier les provinces canadiennes d'un océan à l'autre, ne passe pas par la péninsule ontarienne. Plus troublant encore est le fait que le chemin le plus court pour aller de Montréal à Vancouver passe par les États-Unis. Quant aux prairies canadiennes, il ne s'agit nullement d'un pays naturel puisqu'elles font clairement partie des immenses prairies agricoles du Midwest américain. Quant à la Colombie-Britannique, elle devrait logiquement être regroupée avec la partie nord de l'État de Washington autour de la petite mer intérieure qu'on appelle le Puget Sound. Quant aux 3 territoires vides et presque inutilisés du Grand Nord canadien, il est clair que le gouvernement fédéral canadien n'a jamais su quoi en faire. Ces territoires se contentent d'être là et de coûter cher. De nos jours, le raz-de-marée humain qu'on a appelé la conquête de l'Ouest et qui traversait à grands frais des obstacles naturels majeurs comme les Appalaches, le Mississippi et les Rocheuses, est définitivement terminé. En 2026, on constate même un certain reflux puisque la Californie perd désormais de la population. Si, malgré la fin de la conquête de l'Ouest, le centre de masse de la population américaine continue à se déplacer vers l'Ouest, c'est parce que les immigrants internationaux qui en sont responsables proviennent essentiellement de continents situés au sud et à l'ouest, c'est-à-dire de l'Amérique latine et de l'Asie. Sans que Monsieur Tout-le-Monde s'en soit rendu compte, l'économie de l'Amérique du Nord s'est peu à peu réorientée dans un sens nord-sud qui respecte l'orientation générale de la géographie du continent. Si c'est arrivé, c'est parce qu'il est toujours plus facile de faire des profits quand on suit la pente naturelle d'un territoire. C'est si vrai qu'au début du 21e siècle, toutes les provinces canadiennes commercent davantage avec les États-Unis qu'avec les autres provinces canadiennes. Dans chaque région, les Canadiens qui vivent le long de la frontière américaine se contentent de vendre aux États-Unis les ressources qu'ils tirent de leur Grand Nord. L'économie moderne du Canada est tellement imbriquée dans celle des États-Unis que le dollar canadien suit de très près les fluctuations du dollar américain par rapport aux autres grandes devises du monde. Les économistes disent d'ailleurs que quand les États-Unis ont le rhume, le Canada éternue. Une des conséquences politiques du basculement du vieil axe de peuplement canadien de sens est-ouest vers des axes économiques de sens nord-sud, c'est que plusieurs provinces canadiennes rêvent désormais d'indépendance. Après le Québec, voici que des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan veulent tenir des référendums sur leur indépendance. Plus le temps passe,
et plus le Canada devient un anachronisme géopolitique. En pratique, il s'agit d'une simple survivance de l'époque de la conquête de l'Ouest, d'un fossile vivant dont le destin le plus probable sera de se joindre éventuellement à l'État fédéral américain. Pour ce qui est des États-Unis eux-mêmes, l'épisode de la conquête de l'Ouest a eu des conséquences d'envergure mondiale puisque jusqu'en 1917, le peuple américain était tellement préoccupé par le développement de son pays qu'il refusait obstinément de se mêler des affaires européennes. D'ailleurs, quand la Première Guerre mondiale s'est terminée, les soldats américains ont vite été rapatriés en Amérique, qui est retournée à son isolationnisme traditionnel. Finalement, ce fut l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941 qui a fait des États-Unis la superpuissance mondiale qu'elle était en fait depuis la fin du 19e siècle. Alors que les Japonais, les Allemands et les Russes voyaient cette guerre comme une entreprise sanglante où tous les problèmes seraient réglés par la valeur, le courage et l'acharnement, les Américains y virent un simple problème d'ingénieur qui consistait à obtenir le plus d'avantages possible en faisant tuer le moins de jeunes Américains possible. Sachant que leur territoire national était protégé par deux immenses océans et qu'ils ne pouvaient être conquis ou bombardés, les Américains décidèrent dès le départ de gagner le plus de temps possible de façon à ce que les autres grandes puissances s'affaiblissent les unes les autres. Cette stratégie leur donnait surtout le temps de transformer leurs industries civiles en industries d'armement. Une simple comparaison des productions d'armement des principaux pays en guerre montre que la victoire des Alliés était inévitable dès l'entrée en guerre des États-Unis. À la fin du conflit, ces derniers avaient en effet construit 150 porte-avions alors que le Japon n'en avait eu que 25. De la même façon, les États-Unis avaient produit 300 000 avions, c'est-à-dire beaucoup plus que ceux produits par l'ensemble des forces de l'Axe réunies. Sur le théâtre européen, les Américains ont laissé les nazis et les bolcheviks s'entre-massacrer pendant qu'eux-mêmes faisaient de l'Angleterre un entrepôt d'armement. Cela fait, ils attaquèrent et conquirent l'Afrique du Nord, puis l'Italie, de façon à empêcher qu'après la guerre, les Soviétiques ne prennent pied sur les rives de la Méditerranée. La guerre froide était déjà lancée. Enfin, dès qu'ils furent certains que l'Allemagne allait perdre la guerre, les Américains débarquèrent en Normandie pour conquérir à la fois l'Europe occidentale et l'ensemble de ses côtes. Ils laissèrent même aux Russes tout l'honneur de conquérir Berlin, ce qui leur coûta la bagatelle de 360 000 morts et blessés supplémentaires. Sur le front du Pacifique, les Américains laissèrent les Japonais s'affaiblir en se battant sur de multiples fronts contre la Chine et contre les nombreux peuples qu'ils brutalisaient dans l'Asie du Sud-Est. Voyant que les Japonais avaient fortifié à grands frais des îles dans tout le Pacifique, les généraux américains ont commencé par reprendre le parfait contrôle de la mer pour ensuite laisser crever de faim ces garnisons isolées que le Japon ne pouvait pas ravitailler. Cela fait, ils ont foncé vers le Japon lui-même en conquérant uniquement les îles dont ils avaient absolument besoin pour installer des bases de bombardiers à long rayon d'action. Résultat, la plupart des grandes villes japonaises furent réduites en cendres bien avant l'utilisation de bombes atomiques. Si, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains se sont battus sur 3 fronts, c'est-à-dire en Italie, en Normandie et dans le Pacifique, et qu'ils en ont ravitaillé un 4e en Russie, il est remarquable que leurs pertes se soient limitées à seulement 418 000 morts, alors que la Russie en a perdu 26 millions, la Chine 20 millions, l'Allemagne 7 millions et le Japon 3 millions. À la vérité, la majorité des 70 millions de morts de cette guerre ont été des civils désarmés que les nazis, les soviétiques et les fascistes japonais ont massacrés. On notera en passant que si l'arme atomique a été utilisée sur Hiroshima et Nagasaki,
ce fut d'abord et avant tout parce que les dirigeants américains voulaient éviter de faire tuer inutilement leurs jeunes hommes. Comme les pertes matérielles dans toute l'Eurasie étaient incalculables à la fin de la guerre, et que les États-Unis possédaient alors la moitié des capacités industrielles du monde, ils ne purent retourner à leur isolationnisme d'autrefois et furent obligés de s'impliquer à fond à la défense et la reconstruction de l'Europe occidentale et du Japon. C'était d'autant plus nécessaire que les Soviétiques de Staline étaient désormais la deuxième plus grande puissance du monde, qu'ils occupaient militairement l'Europe de l'Est et que leur idéologie semblait marquer des points un peu partout sur la planète, notamment en Chine. En réalité, les destructions et les pertes humaines de l'URSS pendant la guerre avaient été si immenses que le pays ne pouvait pas se permettre d'attaquer les États-Unis qui, de toute façon, possédaient alors le complexe militaro-industriel le plus formidable de tous les temps, en plus d'avoir l'exclusivité de l'arme atomique. La guerre froide, qui a réellement commencé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, allait opposer une superpuissance continentale comme l'URSS à une puissance maritime comme les États-Unis. Il s'agissait d'une guerre de nature essentiellement idéologique, c'est-à-dire d'une sorte de duel entre un éléphant et une baleine qui n'avaient aucune raison de se faire la guerre. Dans le domaine économique, le communisme était tellement inefficace, improductif et meurtrier qu'il a été un véritable miracle pour l'Amérique en retardant pendant plusieurs décennies le développement d'une foule de pays, dont la Chine et l'Inde. Résultat, l'Occident a pu vivre la longue fête de surconsommation qu'on a appelée les 30 Glorieuses, ces années de grande prospérité qui se sont étendues de 1945 à 1973 et au cours desquelles les matières premières du tiers-monde ne coûtaient presque rien. Les 30 Glorieuses furent surtout le résultat du travail acharné d'une génération exceptionnelle. Née entre 1910 et 1930, cette génération avait passé sa jeunesse dans la dépression économique des années 30 pour ensuite gaspiller son sang pour vaincre les fascismes. Cela fait, ces hommes et ces femmes d'exception ont reconstruit l'Europe et le Japon, remboursé leurs dettes de guerre et créé pour leurs nombreux enfants la société la plus prospère qui ait jamais existé. Ils ont même marché sur la Lune. C'est alors que s'est produit ce qui arrive toujours dans l'histoire quand des jeunes élevés dans la ouate entrent en possession d'une fortune qu'ils n'ont aucunement méritée. Les baby-boomers sont entrés en décadence. N'ayant connu que la richesse et la facilité, cette génération née dans les années d'après-guerre était si nombreuse qu'elle a vite obtenu que les élites du pays lui consacrent une énorme partie de ses ressources, si nécessaire, au détriment des autres générations. Quant à leurs parents, qui avaient bâti et défendu le pays, ils n'ont plus que s'incliner, souvent avec dépit. Comme je l'ai expliqué dans mon livre de géopolitique qui est disponible sur Amazon, la décadence est une sorte de réflexe social qui permet à une société riche de se débarrasser rapidement de l'abondance pour laquelle les êtres humains ne sont pas faits. Le corps humain, en effet, est fait pour se battre dans un monde dangereux où les ressources sont rares. Or, quand une société entre en décadence, le plaisir qui, en temps normal, récompense les vainqueurs de la lutte pour la survie, devient une partie essentielle du mode de vie des plus jeunes. Bien sûr, comme les décadents savent qu'ils dépensent des ressources et de l'argent accumulé par quelqu'un d'autre, ils prennent toujours soin de se donner bonne conscience en inversant tout simplement les valeurs de leurs ancêtres, en présentant le bien comme le mal et le mal comme le bien. On se souvient des slogans inventés par les baby-boomers au cours de la longue fête de gaspillage que furent les années 60 et 70. On n'a pas demandé à naître, tout faites l'amour, pas la guerre, sex and drugs and rock and roll, etc. Au début du 21e siècle, l'inversion des valeurs normales est devenue si extrême en Occident que les professeurs dans ces écoles, ces collèges et ces universités apprennent par exemple à leurs étudiants que la civilisation occidentale n'a pas cessé de faire le mal au cours de l'histoire,
alors que c'est très exactement l'inverse qui est vrai. Il est en effet très facile de démontrer que malgré ses défauts, ses crimes passés et présents, le monde occidental a été une véritable bénédiction pour le reste de l'humanité. En plus d'avoir inventé les valeurs morales qui travaillent le monde moderne, soit la démocratie, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, l'égalité de tous devant la loi, etc., les Occidentaux ont en plus combattu et détruit des idéologies criminelles comme le nazisme, le fascisme et le communisme. Si l'esclavage des Noirs a été organisé par les Africains eux-mêmes et qu'il a duré pendant des millénaires, ce sont les Occidentaux qui y ont mis un terme violent en Europe, dans les 3 Amériques, sur l'océan Atlantique et même en Afrique à l'époque de la colonisation. Si les Occidentaux ont fait cela, c'est non pas à cause d'une quelconque révolte des esclaves, mais parce qu'ils ont décidé entre eux qu'il s'agissait d'une institution immorale. Si les Occidentaux ont effectivement colonisé les pays du tiers-monde, ils les ont aussi équipés avec des institutions et des technologies modernes que tous les peuples envahis ont conservées après la décolonisation. Mieux, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux ont quitté leur colonie presque sans combat. C'est aussi l'Occident qui a inventé une foule d'institutions internationales extrêmement utiles comme l'ONU, l'UNESCO, la Cour internationale de justice ou la Croix-Rouge. L'Ouest est également la seule civilisation qui accepte de bon cœur des immigrants et des réfugiés par millions, en plus de financer d'innombrables projets de développement dans les pays pauvres. L'Ouest a également inventé la télévision, le cinéma, le théâtre et la plupart des instruments de musique, sans parler des innombrables chefs-d'œuvre que ces inventions ont rendu possibles. L'Ouest a aussi inventé la quasi-totalité des sports qui amusent l'humanité entière. Il a développé la quasi-totalité des sciences, des technologies, des moyens de communication, des véhicules, des vêtements et des techniques médicales que le monde entier utilise de nos jours, sans oublier les millions d'instruments qu'il a inventés et perfectionnés dans une foule de domaines. C'est encore l'Occident qui a lancé la révolution industrielle, la révolution électrique du début du 20e siècle, de même que les révolutions informatiques, de l'Internet, de la robotique et de l'intelligence artificielle, etc., etc. Remarquons enfin que c'est encore et toujours l'Occident qui copie le reste du monde, jamais l'inverse. De nos jours, l'accélération de l'histoire causée par l'Internet et les téléphones cellulaires fait que l'humanité entière a désormais accès aux mêmes informations, ce qui provoque une homogénéisation rapide de l'ensemble de l'espèce humaine. Partout, les peuples font comme les Occidentaux. Ils s'urbanisent, s'industrialisent, s'endettent et s'enrichissent rapidement. Résultat, ils entrent à leur tour en décadence et arrêtent de faire des enfants. C'est particulièrement évident en Chine. Or, dans un monde où les jeunes seront de plus en plus rares et en forte demande, les États-Unis de l'avenir vont être favorisés de multiples façons. Premièrement, il s'agit d'un pays qui a été édifié par des immigrants et qui, par conséquent, ne les craint pas. Deuxièmement, le pays a connu des vagues d'immigration très diversifiées. Il a d'abord reçu des Britanniques, puis des Allemands, des Scandinaves, des gens venus du sud et de l'est de l'Europe, des Juifs, des Latinos et, de nos jours, des Asiatiques et quelques Africains. Malgré des grincements, le melting pot américain a à chaque fois fini par fonctionner. Troisièmement, contrairement à ce qui se passe en Europe par exemple, la majorité des immigrants aux États-Unis sont des latinos de culture chrétienne qui ne rêvent que de s'intégrer dans leur nouvelle patrie. Bien sûr, il se pourrait que l'Amérique sombre dans une nouvelle guerre civile, ce qui semble de nos jours vraisemblable compte tenu des progrès actuels du wokisme et de l'agacement qu'il crée. Comme la population est lourdement armée, une telle guerre civile pourrait théoriquement amener la partition du pays. Cela est cependant improbable puisqu'on ne voit pas très bien où passerait la nouvelle frontière. De plus,
L'exemple de la guerre de sécession a montré qu'une telle tentative serait vouée à l'échec pour deux raisons principales. D'abord, parce que les wokistes, comme autrefois les sudistes, sont moins nombreux que leurs adversaires, et ensuite parce qu'aucun pays étranger n'est assez puissant et rapproché pour pouvoir se mêler des affaires intérieures des États-Unis. Enfin, il ne faut pas oublier que le pays est protégé par un armement nucléaire. Notons ici que la décadence n'est pas un événement, mais un processus, et un processus qui peut être inversé si la richesse disparaît du pays décadent. On l'a bien vu à la fin des années folles qui ont suivi la Première Guerre mondiale et dont les excentricités ont disparu au cours de la dépression économique des années 30. La même chose devrait donc se produire au 21e siècle, au cours de la dépression économique qui commence et qui fera disparaître la décadence et le wokisme avec tout leur gaspillage. Au niveau international, le fait que l'Amérique du Nord soit entourée par 3 immenses océans qui interdisent une invasion armée de son territoire confère un avantage décisif à ses dirigeants qui peuvent consacrer l'essentiel de leurs ressources au contrôle des océans. Comme ces derniers occupent 71% de la surface du globe, qu'ils sont plats et vides d'êtres humains, on peut les utiliser librement pour s'approcher des côtes de la plupart des pays du monde sans avoir à construire de coûteux ouvrages artificiels. Mieux, comme l'eau est capable de supporter d'énormes cargaisons, les navires ultramodernes qui sont équipés de réacteurs nucléaires peuvent naviguer pendant des décennies sans jamais être ravitaillés en carburant. Bien sûr, les navires de surface ont pour défaut principal d'être faciles à repérer par des avions survolant la surface plate des océans. De nos jours, cependant, ce défaut est compensé par l'utilisation de plus en plus importante de la troisième dimension en se servant de sous-marins nucléaires qui sont devenus presque indétectables et qui peuvent se cacher au milieu des montagnes qui tapissent le fond des océans. De nos jours, il n'y a que 2 sortes de navires sur les mers, les sous-marins et leurs cibles. À cela s'ajoute bien sûr l'aviation et l'espace, qui sont de plus en plus utilisés par l'Amérique pour ses communications et pour obtenir des informations de première main sur les mouvements des armées des puissances continentales qui, elles, se déplacent presque toutes à la surface de la Terre. Tout cela facilite tellement les opérations militaires des États-Unis que Washington n'a jamais eu de mal à se faire des alliés parmi les pays installés sur les côtes océaniques du monde, surtout quand ceux-ci craignent les superpuissances continentales qui occupent le centre des autres continents. La puissance navale américaine est si grande que l'Amérique contrôle directement, par alliés interposés, la plupart des points d'étranglement du commerce mondial. On parle ici de la voie maritime du Saint-Laurent et des canaux de Panama, de Suez et de Kiel en Allemagne, sans oublier des détroits stratégiques extrêmement importants comme ceux de Bering, de Tsushima, de Malacca, d'Ormuz, du Bab el-Mandeb, du Cap, du Bosphore, de Gibraltar, etc. Ajoutons que l'Amérique est à la tête de la civilisation occidentale qui contrôle 3 continents sur 5, soit l'Europe, les 3 Amériques et l'Océanie, en plus d'avoir de solides pieds-à-terre en Afrique australe et même en Asie avec Israël. De plus, le soft power culturel de l'Amérique est si important que, comme nous l'avons expliqué dans la 8e vidéo de cette série qui traite de l'Amérique latine, 4 pays de l'hémisphère occidental se sont débarrassés de leurs armées pour se fier entièrement et presque aveuglément à la protection américaine. On parle ici du Panama, du Costa Rica, de l'Islande et du Groenland. Au cours des dernières décennies, l'ensemble des pays de l'OTAN ont même réduit leurs dépenses militaires parce qu'ils savaient pouvoir compter sur le parapluie nucléaire américain. Il suffit de comparer la richesse stratégique de l'Amérique avec les problèmes de ravitaillement de superpuissances essentiellement continentales comme la Russie et la Chine pour se rendre compte du déséquilibre permanent dont profitent les États-Unis.
Les superpuissances continentales doivent en effet dépenser l'essentiel de leurs ressources pour construire, entretenir et défendre à grands frais des routes, des ponts, des tunnels, des voies ferrées et de nombreuses bases militaires. Pire, leurs armées de terre fonctionnent au pétrole et doivent se déplacer en montant et en descendant régulièrement des montagnes ou en traversant des fleuves, des lacs, des marais, des déserts ou des territoires glacés. Comment s'étonner dans ces circonstances que des puissances continentales comme la Russie et la Chine aient tant de mal à concurrencer l'Amérique sur les mers du monde? C'est une simple question d'argent. Si les avantages naturels de l'Amérique sont impressionnants, il demeure que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la richesse et la puissance industrielle se sont peu à peu diffusées à travers le monde et que les grandes puissances d'hier, soit les États-Unis, la Russie et la Chine, sont toutes en déclin relatif. Il s'agit d'une situation que la décadence et la dépression économique qui commencent ne feront qu'empirer. Dans ces conditions, la seule politique extérieure qui soit raisonnable pour Washington est de se replier graduellement sur son pré-carré, qui est formé des 3 Amériques et du Groenland, tout en aidant ses alliés côtiers de l'Eurasie à chaque fois que ses intérêts vitaux seront menacés. L'idée est ici de reprendre la politique de la Grande-Bretagne du 19e siècle en maintenant l'équilibre des puissances en Eurasie, par exemple en aidant l'Inde à lutter contre l'expansion de la puissance chinoise. En 2026, 2 civilisations seulement menacent ouvertement l'Amérique, soit le monde musulman et la Chine. Comme on l'a vu dans la 6e vidéo de cette série, si le monde musulman est particulièrement agressif, sa dénatalité, ses divisions internes et ses nombreux ennemis font qu'il est condamné à gaspiller sa puissance et ses jeunes dans de multiples conflits locaux. D'autre part, l'islam, comme cela est arrivé à toutes les autres religions, perd rapidement de sa vigueur sous les assauts de la science, étant donné que l'Internet met désormais ses fidèles en contact avec ce qui se discute ailleurs sur la planète. Ajoutons que les gens décents qui vivent dans les pays musulmans, et ils sont très nombreux, ont de plus en plus honte des horribles violences que les fondamentalistes commettent en leur nom aux 4 coins du monde. Dans le cas de la Chine, qui n'a jamais été une puissance dangereuse au cours de ses 2000 ans d'existence, ses dirigeants communistes ont déjà dilapidé cette puissance, essentiellement parce qu'ils n'ont jamais compris comment fonctionnait vraiment une économie capitaliste. Ça aussi, ça a été expliqué dans la 4e vidéo de cette série. Dans la Chine de 2026, les immenses profits accumulés par le travail acharné de ces innombrables pauvres ont été dilapidés dans la construction de 65 millions d'appartements qui sont restés vides faute d'acheteurs. Le gaspillage de ressources a été si gigantesque dans le pays qu'un réseau de 50 000 km de trains à grande vitesse, des milliers de ponts, d'innombrables autoroutes, des dizaines d'aéroports ultramodernes et même des villes entières ont été construits à la sauvette sans jamais attirer les centaines de millions d'utilisateurs prévus. Le pire, c'est que toutes ces dépenses ont été faites sans respecter l'environnement ou les droits des travailleurs. Et voilà qu'on découvre que le Parti communiste au pouvoir, qui est totalement corrompu, n'a jamais cessé de trafiquer les statistiques portant sur des données aussi vitales que l'endettement du pays, le vieillissement de sa population ou le nombre total de citoyens chinois. La situation économique, politique et environnementale est tellement désespérante en Chine que beaucoup de jeunes que sa politique de l'enfant unique a laissé naître ne croient plus en leur avenir et ne se marient plus, ce qui augmente encore le problème de dénatalité du pays. Remarquons que l'effondrement de la fertilité partout sur la planète, que personne ne semble capable d'arrêter, va vite ramener l'espèce sous la barre du milliard d'individus. Il est en effet beaucoup plus facile d'arrêter de faire des enfants que de dépenser 20 ans pour en élever 1 ou 2. Bien sûr, cette dénatalité aura des conséquences positives en provoquant par exemple l'arrêt presque complet des guerres, étant donné que partout, les familles refusent toujours qu'on fasse tuer leurs enfants uniques. Quant à nos environnements naturels, le déclin accéléré de l'espèce humaine
va provoquer une véritable renaissance du monde vivant, exactement comme cela s'est produit en Amérique du Nord après les hécatombes d'Amérindiens causées par l'importation de maladies d'origine européenne. Si l'Amérique sait gagner du temps, elle n'aura aucun mal à dominer les prochains siècles et surtout la prochaine vague de colonisation en direction de la Lune, de Mars et de la ceinture d'astéroïdes qui flotte entre Mars et Jupiter. C'est aux États-Unis, de nos jours, que se développe le plus de compagnies qui se sont données comme mission de fonder des colonies spatiales au cours des années qui viennent. Désormais, cela n'appartient plus au domaine du rêve. C'est d'autant plus vrai que le temps est la ressource qui nous manque le moins. Frédéric Nietzsche disait « Tant d'aurores n'ont pas encore lui ». Je vous remercie à l'avance de liker cette vidéo, de la recommander à vos amis, de m'écrire des commentaires et de vous abonner à ma chaîne. C'est la meilleure façon d'améliorer la diffusion de mes vidéos. À la prochaine.